Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire que je vous propose aujourd'hui est particulièrement sordide, en plus d'être tragique, parce que tout ça aurait pu être évité finalement, comme souvent d'ailleurs, on va pas se mentir. Et j'ai trouvé que cette histoire était intéressante parce qu'à la fin, il va y avoir une sorte de petit clin d'œil à ceux qui ont, on va dire, trouvé un point commun entre cette affaire et un film d'horreur très connu. Voilà ce que je vous propose à présent. C'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. That's right, Doug. Daniel LaPlante will be eligible for parole after he serves at least 15 years of each of the 3 consecutive life sentences. He's been in for about 30 years now. That means he has another 15 years to go before he's eligible for parole, and the victim's family hopes it's much longer than that. L'affaire démarre en décembre 1986 à Pepperell, une petite municipalité de 8000 habitants dans l'État du Massachusetts. Le 8 décembre 1986, vers 18 h, la police reçoit l'appel d'un habitant de cette petite commune et il explique au dispatcher que sa voisine adolescente vient de se rendre chez lui en panique pour l'avertir qu'un homme armé d'une hache est à son domicile et qu'il a pris en otage son père, sa sœur et l'une de ses amies. Des agents de police arrivent rapidement sur place, mais l'assaillant a déjà pris la fuite. Ils trouvent dans la maison Frank Bowen, donc le père de famille qui est veuf depuis peu, ses 2 filles adolescentes, Tina et Karen, et l'une de leurs amies, Kathleen. Les policiers demandent à Frank où se trouve l'intrus et ce qu'il s'est passé. Là, Frank leur raconte une étrange histoire, ou plutôt une histoire que ses 2 filles lui ont racontée. Depuis quelques mois, Tina et Karen affirment à leur père que des objets changent de place dans la maison quand il n'est pas là. Lui, il doit s'absenter pour le travail, donc il s'absente toute la journée. Et ces événements surviennent uniquement en son absence. Pour vous donner quelques exemples, Tina regarde la télé, elle se rend dans la cuisine pour se servir un verre de lait, et lorsqu'elle revient, la chaîne de la télévision a été changée. Karen est dans sa chambre, elle va aux toilettes, et lorsqu'elle revient dans sa chambre, la chaise n'est plus au même endroit. Idem lorsque l'une des filles se sert un verre de lait, qu'elle s'absente de la pièce, en revenant, le verre a été bu. Et c'est quotidien, sans parler des bruits de coups contre les murs qu'elles entendent constamment. Mais toujours quand leur père n'est pas présent. Et au départ, Frank n'a pas cru ses filles. Il a pensé qu'elles se moquaient de lui ou qu'elles psychotaient parce que, après la mort de leur mère, elles ont joué à plusieurs reprises avec une tablette Ouija pour parler avec son esprit. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une tablette Ouija, c'est un jeu démoniaque, j'ai envie de dire, qui a été inventé, je crois, à la fin du 19e siècle. En fait, c'est une table avec des lettres et avec oui et non en haut de la tablette. Il y a une sorte de boule, je sais pas, ça ressemble, vous savez, à une lunette. Et vous posez vos mains dessus, vous invoquez les esprits, et l'esprit qui est présent est censé vous répondre en faisant bouger la lunette sur les lettres ou alors sur la case oui ou non. Donc les 2 adolescentes ont voulu appeler l'esprit de leur mère parce qu'elle leur manquait terriblement. Elles avaient besoin de communiquer avec elle et à plusieurs reprises, elles ont entendu des bruits après avoir joué à ce jeu. Donc Frank a pensé que ses filles croyaient voir des choses à cause de ça. Sauf que ce soir, lorsqu'il est rentré chez lui avec ses filles et leurs copines, Frank a lui-même constaté que ses filles ne mentaient pas. La télé et les lumières étaient allumées, le son était à fond et plusieurs objets de la maison avaient changé de place, un peu comme dans le film Amityville. Frank a alors parcouru la maison pour voir qui était là puisque lui ne croit pas à ces histoires de fantômes. Il pensait que quelqu'un était entré par effraction chez eux. Et lorsqu'il est descendu dans le sous-sol, dans la salle de bain, il a remarqué qu'on avait utilisé les toilettes sans tirer la chasse. Donc là, Frank a compris que quelqu'un s'était introduit chez eux. Il est remonté, complètement paniqué, il est passé de pièce en pièce et au rez-de-chaussée, il a finalement trouvé un homme caché dans l'un des placards. L'intrus était assez grand, il avait la vingtaine, les cheveux courts hérissés et il avait le visage recouvert de peinture ou de maquillage. Donc impossible de voir à quoi il ressemblait. Et il portait une veste de fourrure. Mais le plus effrayant, c'est qu'il tenait une hachette dans une main et une clé à molette dans l'autre. Et la hachette appartient à Frank, il la garde toujours près de son lit. L'homme les a menacés, mais d'une voix très calme, et il leur a demandé de se rendre dans l'une des chambres de la maison.
tout en les suivant. Mais une fois devant la chambre, Frank a claqué la porte devant l'intrus et il a refermé la porte à clé. Tina a pu s'échapper par la fenêtre, même si la chambre se situe au premier étage, et elle s'est rendue chez les voisins pour prévenir la police. Et certainement paniquée à l'idée d'être arrêtée, l'assaillant a pris la fuite sans blesser personne. D'ailleurs, quand les agents de police sont arrivés sur place, Frank était toujours enfermé dans la chambre du premier étage avec sa fille Karen et Kathleen. Mais aucune trace de l'intrus dans ou devant la maison. Les agents de police font le tour de la maison, ils vont dans les bois à proximité, mais aucune trace de l'individu, rien, aucun indice. Le soir même, Frank s'installe dans un hôtel de la ville avec ses filles. Pour lui, en fait, tant que la police n'a pas arrêté l'intrus, il craint pour leur sécurité. Parce qu'il ne sait pas précisément ce que cet homme voulait. Ce dont il est sûr, en revanche, c'est que cet homme s'est introduit à plusieurs reprises chez eux, puisque ses filles lui parlent depuis plusieurs mois de cette présence. Mais Frank a l'impression que la police ne le prend pas au sérieux. Comme je vous l'ai dit, des agents ont fait le tour de la maison. Ils ont même amené un chien pisteur pour tenter de remonter la trace de cet homme, de cet intrus. Ça n'a rien donné. Et puis, pourquoi un homme recouvert de peinture s'introduirait chez eux sans rien voler ? Comment un homme pourrait squatter chez eux depuis plusieurs mois sans que personne ne les remarque? Il bougerait des objets, il ferait pipi, puis il disparaîtrait en un claquement de doigts. Ça paraît un peu mystique tout ça. Mais 2 jours après, la police reçoit un nouvel appel des Bowen pour la même raison. L'intrus est de retour. Un agent de police se rend sur place, c'est l'agent Besançon, et là Frank lui raconte qu'il s'est rendu chez lui pour prendre quelques affaires pour lui et ses filles, puisqu'ils vivent à l'hôtel, et en s'approchant de la maison, il a aperçu le visage d'un homme à travers l'une des fenêtres du rez-de-chaussée. Il est formel, il s'agit du même homme, il ne peut pas le décrire, puisqu'il avait encore cette espèce de peinture sur le visage, mais c'était lui. L'agent de police écoute cette histoire, et il n'est toujours pas convaincu. Mais Frank a l'air sincère, il est même bouleversé, il a peur. L'agent de police prend les clés de la maison, il pénètre à l'intérieur pour vérifier, et en rentrant, à droite, il tombe sur un couteau planté dans le mur sur une photo de famille. Et sur la photo, il est écrit au stylo « Je suis toujours ici, venez me trouver ». Sur une autre photo à côté, il est écrit « Je vais tuer tout le monde ». L'agent de police comprend que Frank dit peut-être la vérité. Il y a quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui leur veut du mal apparemment. Il appelle des renforts qui arrivent rapidement sur place, il fouille toute la maison et finalement, au sous-sol, derrière un mur qui sert à cacher la tuyauterie, il découvre un homme, un adolescent plutôt, caché sous une pile de vêtements. Il a le visage recouvert de peinture, il s'appelle Daniel Laplante et il a 16 ans. Mais il est plutôt mastoc pour son âge. Il mesure 1,80 m pour environ 100 kg. Mais ce qui trouble surtout les policiers, c'est son attitude. Plusieurs agents de police pointent une arme sur lui et l'adolescent est froid, il ne manifeste aucune émotion. Il est arrêté, ce que la police réalise, c'est que Daniel se cachait depuis 6 mois dans ce tout petit espace triangulaire qui est assez large pour s'y asseoir. Et il a pu y accéder grâce au vide sanitaire de la maison. Et depuis, il s'y rendait régulièrement pour s'y cacher et jouer des mauvais tours à la famille Bowen. Toutes ces fois où Karen et Tina entendaient des bruits dans les murs, des coups, toutes ces fois où des objets changeaient de place quand elles s'absentaient d'une pièce, toutes ces fois où elles ont pensé devenir folles, ce n'était pas un fantôme, non. C'était en fait Daniel. Daniel qui squattait leur maison et qui prenait un malin plaisir à les effrayer. Et le plus terrifiant, c'est que Tina connaît bien Daniel, puisqu'ils sont brièvement sortis ensemble. Tina et Daniel se sont connus par téléphone quelques mois plus tôt, ils ont eu un rencard, mais Tina a mis un terme à leur relation parce qu'elle le trouvait bizarre, et Daniel ne s'était pas correctement décrit au téléphone. Il lui avait dit qu'il était comme ci, comme ça, et en fait, c'était tout l'inverse. Et si elle ne l'a pas reconnu le 8 décembre, vous l'aurez compris, c'était à cause de la peinture qu'il avait sur son visage. Petite parenthèse, Tina et Karen ont très mal vécu ça, puisque pendant 6 mois, Daniel a pu les espionner dans leurs moments les plus intimes. Bon, c'est extrêmement traumatisant pour des adolescentes. Pas que pour des adolescentes, mais c'est vrai que quand on est adolescent, on est en pleine construction. La notion d'intimité, c'est quand même quelque chose de très important. Et là, le fait de savoir qu'il a pu les espionner pendant qu'elles étaient dans la douche ou qu'elles se changeaient, c'est quand même quelque chose. Daniel Laplante est arrêté, comme je vous l'ai dit, il est conduit au commissariat de police et il est mis en examen pour effraction et kidnapping, puisque souvenez-vous qu'il avait menacé Frank, ses filles et leur copine avec une hache et il les avait contraints à se rendre dans une chambre. Dans les faits, aux États-Unis, c'est un kidnapping. Il risque plusieurs années de prison, mais dans la mesure où il n'a que 16 ans, il est d'abord envoyé dans un centre pour mineurs en attendant l'ouverture de son procès. Il est soumis à une expertise psychiatrique qui détermine qu'il souffre de troubles de la personnalité antisociale,
Autrement dit, c'est un sociopathe. Et malgré ça, il ne reste qu'un an au centre de rétention pour mineurs puisqu'en octobre 1987, sa mère, Eleanor, hypothèque sa maison pour payer sa caution de $10 000. Une décision lourde de conséquences qui va signer l'arrêt de mort d'une famille. Là, la question que tout le monde se pose, c'est qui est Daniel Laplante. Daniel Laplante est né en mai 1970 à Townsend, dans le Massachusetts, dans une famille dont on n'a pas énormément d'informations. Sa mère s'appelle Eleanor Moore, il a 2 grands frères, dont l'un des 2 s'appelle Stephen, et ce que l'on sait de Daniel, c'est que petit, il a été abusé sexuellement par son père. Sa mère a divorcé quand il était petit, elle s'est remariée, et il a ensuite été abusé par son beau-père. Donc on peut dire qu'il a vécu une enfance assez traumatisante. Bon, après ça reste des témoignages. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, j'ai tendance à penser que c'est vrai, vu ce qu'il est ensuite devenu. Et est-ce que sa mère était au courant des abus qu'il avait subis? C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que ça a créé chez lui de graves troubles psychologiques, ainsi que de la dyslexie. Daniel était un enfant renfermé, qui ne faisait confiance à personne. Et dans la mesure où il n'avait pas de copains et qu'il rencontrait de grandes difficultés d'apprentissage, il a été envoyé chez un psychiatre afin de traiter ses troubles mentaux. Manque de chance, le psychiatre a également abusé de lui. Alors ça, c'est un point que je veux souligner. C'est pas rare qu'un enfant qui a déjà été victime d'abus de la part d'un parent proche subisse ensuite des abus d'autres personnes, que ce soit des professionnels de la santé ou d'autres adultes inconnus, parce que l'enfant qui a déjà été abusé présente déjà les stigmates en fait de l'abus, à savoir le manque d'estime, la honte, la crainte. Donc forcément un prédateur va plus facilement l'identifier. L'enfant est déjà renfermé sur lui-même, forcément c'est du pain béni pour les prédateurs qui savent que leur victime ne se défendra pas par honte ou par crainte. Et dans le cas de Daniel, l'impact a été tel qu'au cours de son enfance et de son adolescence, il a développé des déviances. En plus d'être renfermé et associable, il commence à s'introduire chez de parfaits inconnus pour les terroriser, il pénètre dans des maisons, il se cache dans des placards, il espionne les gens, il fait grincer les portes. Bref, comme pour la famille Bowen, le but c'est de leur faire peur en plus d'avoir un pouvoir sur eux. D'ailleurs, dans le quartier des Laplante, Daniel a toujours été vu comme un garçon bizarre et dérangé. En octobre 1987, donc, il est libéré sous caution après avoir passé 10 mois en centre de détention. Il retourne chez sa famille à Townsend en attendant son procès, mais Daniel ne tient pas en place. Il continue de s'introduire chez ses voisins à Townsend pour leur voler des objets totalement futile, pour allumer la télé, déplacer des chaises. Le 14 octobre, quelques jours à peine après la libération sous caution de Daniel, le domicile de la famille Pindell est cambriolé en pleine journée. La maison se situe dans le même quartier que celle des Laplante. Le père de famille, Raymond Pindell, indique dans sa plainte qu'on lui a volé 2 pistolets Ruger de calibre 22 avec les étuis, ainsi qu'une importante somme d'argent. Le 16 novembre, soit un mois après, c'est la famille Gustafson qui dépose plainte. Andrew et Priscilla se sont installés à Townsend quelques années plus tôt avec leurs 2 enfants, Abigail qui a 7 ans et William qui en a 5. Priscilla est institutrice et elle est enceinte de leur 3e enfant, et Andrew est avocat, et la famille se plaît énormément à Townsend. C'est une jolie petite commune, habituellement tranquille, mais voilà que quelqu'un s'est introduit chez eux entre 11h30 et 15h30 pour leur voler un téléphone sans fil, 2 boîtiers de télévision, une télécommande de télévision et quelques pièces de monnaie. Il s'agit d'objets totalement inutiles, ça n'a aucun sens. Qui vole une télécommande de télévision et des pièces de monnaie? Sans doute quelqu'un de profondément dérangé qui faisait du repérage avant un passage à l'acte bien plus sordide. Le 1er décembre 1987, vers 17h, Andrew Gustafson rentre à son domicile après sa journée de travail. Mais lorsqu'il pénètre chez lui, il n'y a aucun bruit. Et ça, c'est assez inhabituel. Les enfants sont censés être à la maison et faire du bruit en jouant, ou au moins regarder la télé. Et il n'entend pas non plus son épouse. Andrew monte à l'étage, il pénètre dans la chambre parentale, et c'est une scène d'horreur. Sa femme est allongée sur le lit, la tête recouverte de sang. Andrew se précipite vers elle, il tente de voir ce qu'elle a, mais il comprend très rapidement qu'elle est morte. Elle présente 2 impacts de balles au niveau de la tête. Andrew est effondré, il est paniqué, il veut fouiller la maison pour retrouver ses enfants, mais il a peur. Il a peur de retrouver leur corps sans vie. Il appelle la police, les secours arrivent rapidement sur place, et ce sont les agents de police qui découvrent les 2 enfants. Morts également.
Le petit William est allongé face contre terre dans la salle de bain de l'étage et Abigail est retrouvée face contre terre elle aussi dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Les deux enfants ne présentent aucune trace d'impact de balle, ils ont en fait été noyés dans la baignoire, mais Abigail a également des traces au niveau du cou qui laissent penser à une tentative de strangulation et elle a reçu un coup violent à la tête. Mais de prime abord, les deux enfants ne présentent aucune trace d'agression sexuelle, contrairement à leur mère. Les enquêteurs fouillent d'abord la chambre parentale à la recherche d'indices et ils trouvent plusieurs éléments importants. Tout d'abord, sur le couvre-lit, il y a des traces évidentes de sperme. Et près du lit, il y a un préservatif usagé et une bouteille de bière entamée qui provient du frigo des Gustafsson. Dans le placard de la chambre, on retrouve jetée dans un coin une chaussette nouée et humidifiée par de la salive. Les enquêteurs comprennent tout de suite que la chaussette a été utilisée sur Priscilla comme bâillon. Il y a également une cravate, une chaussette, des bas et des collants qui ont été noués et coupés. Ça indique qu'ils ont servi de ligature pour maintenir Priscilla attachée sur son lit. Bon, vous avez compris le scénario. Priscilla était attachée à son lit, puis violée avant d'être exécutée par balle avec un calibre 22, puis ses deux enfants ont été tués. Dans la corbeille à papier de la cuisine, les enquêteurs trouvent également des pages déchirées d'un magazine pour adultes qui ne semble pas appartenir à la famille Gustafsson. Bon, ça signifie que celui qui a fait ça avait avec lui un magazine pour adultes avant de passer à l'acte. Et les enquêteurs ne saisissent pas totalement la dynamique des événements. Comment l'assaillant s'est introduit chez ses victimes, qui a été tué en premier. Bon, ce qui est sûr en revanche, c'est que cette femme enceinte a été abusée et tuée avec ses deux enfants, et peut-être même abusée et tuée devant ses deux enfants. C'est profondément cruel, et surtout, ça souligne l'extrême dangerosité de celui qui a fait ça. La communauté de Townsend est complètement choquée et la nouvelle fait rapidement le tour de la presse. On est dans les années 80, les gars. Richard Ramirez a été arrêté 2 ans plus tôt après avoir traumatisé la côte ouest. Autant vous dire qu'on ne souhaite pas que quelque chose de similaire se produise sur la côte est. L'enquête démarre très vite. Andrew est directement écarté de la liste des suspects puisqu'il a un alibi en béton. Il était au travail toute la journée. Et rapidement, tandis que la maison est analysée par l'équipe scientifique, les enquêteurs réalisent qu'un adolescent récemment libéré sous caution attend son procès pour une sombre affaire d'effraction et de kidnapping. Daniel Laplante. Le jour même, des agents de police parviennent à localiser Daniel. Il se trouve à la bibliothèque municipale. Ils s'y rendent pour lui parler. Et lorsqu'ils lui demandent ce qu'il faisait dans la journée, il leur répond qu'il a un alibi. Il était au repas d'anniversaire de sa nièce. Et des dizaines de personnes peuvent en témoigner. Bon, pour les enquêteurs, la coïncidence est trop énorme. Et puis, il leur a paru bizarre un peu quand ils l'ont interrogé. Mais il a un alibi. Et ils n'ont aucune preuve concrète contre lui. Donc ils ne peuvent pas l'arrêter. Le lendemain de la tuerie, la police continue de fouiller, que ce soit devant, derrière la maison, ainsi que le bois qui se trouve derrière la maison des Gustafsson. Et ils ont des chiens pisteurs cette fois. Et dans le bois, pas très loin de la maison des Laplante, les chiens pisteurs trouvent une chemise bleue et blanche enroulée autour d'une paire de gants de travail et la plaque d'immatriculation de la maison des Gustafsson. Vous savez, ce sont les plaques accrochées sur la devanture d'une maison. Bon, pas besoin d'être un génie pour comprendre que celui qui a laissé ces objets ici est le tueur. Les enquêteurs font renifler la chemise aux chiens pisteurs qui ressortent du bois et ils se précipitent devant la maison des Laplante. Le soir même, les enquêteurs retournent au domicile des Laplante pour réinterroger Daniel. Mais sa mère ne sait pas où il est. Il s'est évaporé quand il a vu les voitures de police s'approcher de leur maison. Un mandat d'arrêt est aussitôt lancé contre lui. Toutes les forces de police sont déployées dans l'État pour le retrouver et le domicile des Laplante est perquisitionné. Et dans la chambre de Daniel, on retrouve des balles d'un calibre 22. La même arme utilisée pour exécuter Priscilla Gustafsson. On retrouve également un long cheveu blond sur une chaussette et le cheveu ressemble aux cheveux de la petite Abigail. Les agents de police sentent qu'ils sont sur la bonne piste. Ils récupèrent les vêtements que Daniel portait la veille, donc le jour des meurtres, et le tout est envoyé en laboratoire afin d'être analysé. Entre-temps, Daniel, qui a pris la fuite en voyant la police, s'est rendu dans une maison du quartier où il a pris en otage l'une de ses voisines pour lui voler sa camionnette. Il l'a relâchée, puis il s'est dirigé vers ailleurs, une toute petite municipalité proche de Townsend. Là, il a été repéré par un agent de police qui a donné l'alerte. De nombreux autres agents de police se sont rendus à Ayer. Daniel s'est enfui dans les bois. Il a tenté de se cacher dans une sorte de grosse benne à ordures près d'une petite cabane, mais il a été rattrapé et interpellé. Lorsqu'il est conduit au commissariat de police et qu'il est interrogé, il se défend. Ce n'est pas lui, il n'a rien à voir avec ça. Ok, Hendrik. Le laboratoire d'analyse rend son rapport
Et les résultats sont accablants. Tout d'abord, la chemise et les gants qu'on avait retrouvés dans le bois derrière le domicile des Gustafsson. On a retrouvé des résidus de poudre sur les gants. Bon, ça confirme que ces objets appartiennent bien à celui qui a commis le massacre. Sur la chemise, donc celle qui a été retrouvée dans le bois, on a retrouvé des fibres qui matchent avec les fibres présentes sur le pantalon que portait Daniel le jour des meurtres. Et sur la chemise que Daniel portait le jour des meurtres, on retrouve les mêmes fibres que sur la chaussette qui a servi à bâillonner Priscilla. Donc, Daniel a été en contact avec la chemise et avec la chaussette. Il n'y a pas 36 explications possibles, les gars. Et c'est pas fini. Le sperme retrouvé sur la scène de crime a également été analysé et on est parvenu à définir qu'il appartient au groupe A négatif. Alors, les premières découvertes ADN remontent à 1984 grâce au généticien britannique Alec Jeffreys, dont je vous avais parlé dans cette affaire. Donc je vous la glisse là ou là. L'affaire d'aujourd'hui se passe en 1987 aux États-Unis. Forcément, on n'est pas encore tout à fait au point au niveau de la génétique. Mais grâce aux prélèvements effectués sur le sperme, on peut déterminer le groupe sanguin et le facteur Rhésus. Donc là, en l'occurrence, c'est A négatif. Mais pas encore les marqueurs génétiques. Le marqueur génétique, c'est ce qui permet de savoir que tel ADN te correspond sans aucun doute raisonnable. Là, le groupe sanguin et le facteur Rhésus, c'est un peu plus général, on va dire. Cela dit, c'est quand même utile parce que ça permet soit de confirmer des doutes, soit d'écarter des suspects. On effectue un prélèvement sur Daniel et il est effectivement du groupe A négatif. Bon, avec tous ces éléments, tu peux nier autant que tu veux. Je pense que le doute n'est plus permis. La seule chose qui manque aux enquêteurs, c'est l'arme du crime. On ne l'a retrouvée nulle part. Ni chez Daniel, ni à l'endroit où il s'était caché, vous savez, dans la benne à ordures, ni dans le bois. Cela dit, en avril 1988, c'est Stephen, le frère de Daniel, qui la retrouve dans un véhicule abandonné à proximité de leur domicile. Et il la porte à la police. Bon, là, je pense que si ce n'est pas suffisant comme preuve, il y a également le beau-père de Daniel qui a été interrogé et il a affirmé que quelques jours avant le triple meurtre, il avait trouvé un revolver dans la panière à linge sale de Daniel. Et lui et Eleanor avaient confronté Daniel pour lui demander pour quelle raison il avait une arme dans sa panière à linge sale. Il leur avait expliqué qu'il l'avait achetée dans un magasin. En fait, il s'agissait de l'arme volée chez son voisin. Vous savez, Monsieur Pindel, si je vous dis pas de bêtises. Son frère Stephen et l'un de ses amis ont également été interrogés par la police et ils ont affirmé que Daniel leur avait demandé des balles quelques jours avant les meurtres. La boucle est bouclée. Même si Daniel a longtemps nié être l'auteur de ce triple meurtre, il a fini par faire des aveux, forcément avec toutes les preuves, mais il était très froid lors de ses aveux. Il n'avait aucune émotion et il n'a manifesté aucun remords. Ce qu'il a raconté, c'est que le 1er décembre, il avait effectivement un repas d'anniversaire prévu en fin d'après-midi, mais en attendant, il tournait en rond. Il a donc décidé de s'introduire chez les Gustafsson pour le plaisir. Il voulait dérober quelques objets futiles pour leur faire peur, comme en novembre. Ce jour-là, Andrew était au travail, Abigail à l'école, et Priscilla était sortie en début d'après-midi pour aller chercher William chez la babysitter. Daniel était dans la maison, mais vers 14h, il a entendu Priscilla et son fils rentrer chez eux. Daniel a été pris de court. Sur l'instant, il a pensé fuir par la fenêtre du salon pour ne pas être vu, mais il ne l'a pas fait. Il s'est dirigé vers Priscilla et son fils, et il les a menacés avec son arme, puis les a fait monter dans la chambre. Là, il a enfermé William dans le placard avant d'attacher Priscilla sur son lit et la bâillonner. Il a dit qu'il comptait prendre la fuite après ça, il ne voulait pas leur faire de mal. Mais c'était plus fort que lui. Il n'est pas parti. Non. Il a violé Priscilla. Après ça, il a voulu partir. Après tout, rien ne l'en empêchait. Sauf qu'il ne l'a pas fait. Il a exécuté Priscilla, de sang-froid. Puis il a sorti le petit William du placard et il l'a traîné dans la salle de bain pour le noyer dans la baignoire. Daniel a décidé qu'il pouvait à présent rentrer chez lui, mais manque de bol, la petite Abigail est rentrée de l'école à ce moment-là. Il l'a traînée dans la salle de bain après l'avoir violemment frappée à la tête et il l'a noyée. Après quoi, il est tranquillement rentré chez lui pour manger, puis il s'est rendu à la fête d'anniversaire de sa nièce. Et bien évidemment, rien n'était prémédité d'après lui. Voilà. Le procès de Daniel Laplante s'ouvre en octobre 1988 à Lowell dans le Massachusetts. Il risque la perpétuité incompressible, même s'il est mineur, et il n'y a pas de peine de mort dans le Massachusetts à ce moment-là, puisqu'elle a été abolie 4 ans plus tôt. Alors, le point important sur lequel j'ai envie de revenir par rapport à ce procès, c'est que les avocats de Daniel déposent une motion qui vise à supprimer les preuves recueillies chez lui lors de la perquisition du domicile de sa mère. Alors, vous allez voir, c'est assez technique.
Le motif qui est avancé par la défense, c'est que la perquisition était illégale. Et aux États-Unis, ils appellent ça la doctrine du fruit de l'arbre empoisonné. En gros, les policiers ont trouvé des preuves, mais de façon illégale d'après la défense, puisque sur le mandat de perquisition, il était indiqué que la maison des Laplante était une résidence unifamiliale, alors que c'est une maison bifamiliale. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est assez technique, hein. Je vais tenter de vous l'expliquer comme moi je l'ai compris, et j'espère l'avoir bien compris, mais je pense que je l'ai bien compris. En gros, dans la famille Laplante, il y a 2 noms de famille. Il y a Laplante, Daniel, qui est donc Laplante, c'est le nom de son père, et il y a Moore, qui est le nom de famille de sa mère et de son beau-père, puisqu'Eleanor s'est remariée. Donc dans cette maison, il y a Eleanor Moore, son mari, dont je n'ai pas le prénom, et Daniel Laplante. Okay. Sur le mandat de perquisition, il est indiqué que les agents de police vont perquisitionner le domicile des Laplante, ou des Moore. Enfin, j'ai pas lu le mandat de perquisition, mais il y a forcément l'un des 2 noms. Et c'est indiqué qu'il s'agit d'une résidence unifamiliale, donc il n'y a qu'une seule famille qui y vit. Les avocats de la défense disent « bah non, c'est faux, il y a 2 familles qui y vivent, puisqu'on a les Moore et les Laplante ». Le problème pour eux, c'est que devant la maison, il n'y a qu'une seule boîte aux lettres qui porte un seul nom de famille. Ou peut-être le nom de famille Moore-Laplante. Mais en tout cas, il n'y a qu'un seul nom de famille, il n'y a qu'un seul compteur électrique, il n'y a qu'une seule plaque d'identification sur la maison. Donc non, aux yeux de l'État, il s'agit bien d'une résidence unifamiliale avec une seule famille. Pourquoi la défense veut faire supprimer les éléments recueillis pendant cette perquisition? Tout simplement parce que les preuves matérielles sont la seule preuve que l'on a contre Daniel. Donc si on fait supprimer les éléments recueillis durant la perquisition, écoutez, il est forcément innocenté ou acquitté ou enfin relaxé, je ne sais pas quel est le terme exact, parce que rien ne rattache Daniel à la scène de crime. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'aux yeux de l'État, il s'agit bien d'une résidence unifamiliale, donc motion rejetée. À l'issue du procès, Daniel est reconnu coupable des 3 meurtres. Il est condamné à 3 peines de prison à vie consécutives, donc perpétuité incompressible, sans possibilité de libération conditionnelle. C'est un énorme soulagement pour Andrew ainsi que pour la communauté de Townsend, puisque compte tenu du niveau de dangerosité de Daniel, beaucoup pensent qu'il aurait certainement récidivé. Il ne montre aucune empathie, mais aucune compassion pour ce qu'il a fait. Il n'a présenté ses excuses à personne. Et il avait même un petit sourire narquois durant le procès. Donc forcément, quand il est reconnu coupable, il fait appel. Ses avocats mettent en avant plusieurs arguments. Le premier, c'est que le jury n'a pas été informé par le juge sur la supposée démence de Daniel. Donc il ne serait pas capable, enfin en tout cas apte à être jugé. Et le deuxième point, il y en a eu 3, mais le deuxième point, c'est celui que je vous ai évoqué un petit peu plus tôt, à savoir que les preuves recueillies au domicile de sa mère doivent impérativement être supprimées puisqu'elles ont été recueillies de façon totalement illégale. Souvenez-vous que, voilà, sans ces preuves, Daniel, concrètement, n'aurait certainement pas été reconnu coupable parce que rien ne le rattache au meurtre. Pas de preuves, pas de condamnation. Le procès en appel s'ouvre en septembre 1993 et en novembre, le tribunal rend son verdict. L'appel de Daniel est rejeté. Les preuves étaient admissibles. Et pendant plusieurs années, la défense de Daniel Laplante s'évertue à trouver une faille dans son procès. Vous savez, les preuves matérielles, sa supposée démence, etc. Mais les motions sont systématiquement rejetées. Sauf qu'en mars 2017, Daniel Laplante, qui est à présent âgé de 46 ans, dépose une nouvelle requête, mais pour réviser sa peine cette fois, puisqu'une loi est récemment entrée en vigueur dans l'État du Massachusetts. Cette loi stipule que les mineurs condamnés à la prison à vie doivent avoir la possibilité de se réinsérer dans la société, donc à demander une libération conditionnelle. Dans le cas contraire, leurs droits constitutionnels seraient violés. Lors de l'audience, et afin de montrer qu'il a vraiment changé, Daniel a tenu à s'excuser pour ce qu'il a fait. Bon, je vais vous lire moi-même le passage, un court passage, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir vous montrer la vidéo. Voilà. Les mots ne peuvent pas rendre compte de ce que j'ai fait. J'ai assassiné 3 innocents. À cause de moi, un petit garçon de 5 ans n'aura jamais 6 ans. Une petite fille de 7 ans n'aura jamais 8 ans. À cause de moi, une femme ne pourra jamais donner naissance à son 3e enfant. J'ai privé un enfant à naître de son premier souffle. Un mari n'a plus jamais pu entendre sa famille lui dire « je t'aime ». Je n'ai pas les mots pour exprimer ma profonde tristesse, mais je suis sincèrement désolée pour le mal que j'ai causé. De l'essence même de ce que je suis, du plus profond de mon âme, je suis désolée.
La famille des victimes a bien sûr pu réagir également lors de l'audience et la sœur de Priscilla, donc la mère de famille assassinée, a témoigné. Christine Morgan a exprimé son souhait que Daniel ne puisse jamais ressortir de prison. Il y a également la seconde épouse d'Andrew Gustafson qui a témoigné, mais il est mort en 2014 à cause d'un cancer, donc 3 ans plus tôt. Et Carol Gustafson, donc la deuxième épouse, a expliqué à quel point il est resté meurtri jusqu'à sa mort de ce que Daniel avait fait à ses enfants et à sa première épouse. Il en faisait constamment des cauchemars. But even on his deathbed, and he could not forgive Mr. LaPlante for what he had done to his family and the impact it had on family members, friends, and his community. How does one forgive a person devoid of empathy, especially one who would murder small children? Un psychiatre a également été entendu et d'après lui, Daniel ne ressent aucune empathie. Il n'a aucune émotion pour ce qu'il a fait. Et lorsqu'il a expliqué au psychiatre le déroulé des événements, donc de la tuerie, il minimisait énormément ses actes, comme si finalement il n'était pas si grave que ça. Et pour rebondir sur l'argument des droits constitutionnels du fait que Daniel a été condamné quand il était mineur, d'après le psychiatre, au moment des meurtres, Daniel ne présentait pas les caractéristiques d'un adolescent immature. Bien au contraire, il était conscient de ses actes et des conséquences. Donc quelque part, il n'est pas vraiment concerné par la loi qui vient d'entrer en vigueur. À l'issue de l'audience, la sentence de Daniel est maintenue, à savoir la perpétuité, mais il est autorisé à demander une libération conditionnelle après avoir purgé 45 ans de prison. Il pourra donc faire cette demande à partir de 2032. Mais Daniel, c'est un gourmand. En 2019, une nouvelle loi entre en vigueur aux États-Unis et elle stipule que les mineurs condamnés pour meurtre sont dorénavant autorisés à demander une libération conditionnelle après avoir purgé une peine d'au moins 30 ans. Dans le cas contraire, la perpétuité violerait les droits constitutionnels de nos joyeux petits freluquets. Et si je vous dis pas de bêtises, j'avais déjà parlé de ce point pour l'affaire Amy Carneval, que je vous glisse là ou là. En mars 2019, donc, Daniel dépose une demande de libération conditionnelle. Il est éligible, puisqu'il a passé plus de 30 ans en prison. Mais en juin 2019, la Cour suprême du Massachusetts confirme la décision du juge précédent. Sa sentence est maintenue. Il devra attendre 2032 pour demander une libération conditionnelle, sans certitude qu'elle soit acceptée. Et bon, quelque part, c'est un soulagement, ça a été un soulagement pour la famille des victimes, mais 2032 est très vite arrivé. Et petite parenthèse, quelques passionnés d'horreur ont relevé un détail assez cocasse, on va dire, c'est que Daniel vivait à Elm Street à Townsend. Il a été jugé dans un tribunal situé dans la rue Elm Street à Lowell, et lorsqu'il a kidnappé une femme pour lui prendre son véhicule, vous savez, lors de sa fuite, c'était à un rond-point nommé Elm Street à Pepperell. Elm Street, comme dans le film d'horreur Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit, qui est d'ailleurs sorti en 1985, donc 2 ans avant la tuerie. Bon, ça n'a aucun rapport avec l'affaire, mais il fallait que je le mentionne parce que je suis moi-même passionnée de films d'horreur old school vintage. Voilà tout pour l'histoire de Daniel LaPlante, cet adolescent perturbé qui s'amusait à terroriser ses voisins avant d'assassiner une femme enceinte et ses 2 enfants une après-midi de décembre 1987. As a family, we're very happy as we could be with the outcome and the circumstances. We're satisfied and very grateful the way it went. And also, we will be here in 15 years when he comes up for parole again. We also have an obligation to the public to make sure that we prevent him from getting out on the street. Bon, eh bien, si vous en êtes à cette partie, j'en suis vraiment très contente parce que je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais moi, les affaires comme ça à l'ancienne, c'est celles qui m'intéressent le plus. Je sais que c'est pas celle qui marche le mieux sur ma chaîne, mais en tout cas, moi, c'est celle qui m'intéresse le plus parce qu'on se replonge un peu dans une ambiance de l'époque. J'aime bien aller regarder, vous savez, les documents sur les sites officiels états-uniens. Quand il y a des procès, on a État contre machin, Commonwealth contre machin, et après lire tout ça, je trouve que c'est hyper passionnant. Et moi, cet homme, vous savez, cet homme, j'ai l'impression que c'était un futur Richard Ramirez. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mentionné dans l'affaire. C'était un futur Richard Ramirez. Il aurait récidivé, j'en suis persuadée, qu'on jette définitivement la clé de sa cellule quelque part. Parce que vraiment, si on commence à laisser sortir des gens pareils de prison, bah autant ne pas les y envoyer en fait. Et je me dis, 2032, c'est tellement vite arrivé
que je suis dégoûtée pour les gens qui vont devoir se le farcir comme voisin. En plus, ce genre de sociopathe, parce que c'est un sociopathe, Daniel Laplante, c'est clairement un sociopathe. Vous auriez vu pendant le procès, il avait un sourire narquois. Le mec, il a violé, tué une femme enceinte, il a tué 2 petits-enfants, il les a noyés. Et il avait un sourire narquois. Si ça, c'est pas de la sociopathie, je vois pas ce que ça peut être autrement. Et ouais, je suis dégoûtée pour Andrew, miskin. Andrew qui découvre. Bon, maintenant, il est décédé, le pauvre. Mais ça fait mal au cœur, quoi, de découvrir ça, que ce soit lui qui tombe sur sa famille comme ça. C'est horrible. Et il y avait un point que j'avais envie de souligner, c'est que, outre la tuerie de la famille Gustafsson, bon, ça, c'est vrai que c'est horrible, voilà, pour moi, ça a été le plus horrible dans toute cette histoire. Mais j'ai quand même trouvé l'expérience de la famille Bowen terrifiante. Vous savez, les Bowen, c'est ceux-là qui avaient Daniel dans leur mur, là, qui tapaient, machin, tout ça. Alors, moi, jamais je ne jouerai à des jeux d'esprit, de table de Ouija, de trucs de genoux et compagnie, parce que je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis terrifiée par le monde de l'occulte, tout ça. Même, vous savez... des fois, là, les gens qui disent « Oui, je vais te lire ton avenir, gna gna ». Non, mais MDR, mais arrache ta race de là, mais dégage le plus loin possible de moi. Vraiment, moi, les gens comme ça, ils me font archi peur. Et en fait, j'ai pensé à l'expérience de la famille Bowen et je me suis dit « Mais moi, il m'arrive un truc comme ça, mais je vous promets que c'est vrai. Mais je fais une valise de 3 vêtements et je me barre de chez moi, je reviens plus jamais. » Genre, j'appelle un raki, un exorciste, je mets toutes mes chances de mon côté. Enfin bref, c'était la petite parenthèse, parce que quand j'avais vu cette partie, j'avais eu peur que ça se produise également chez moi. Ça va pour le moment, alhamdoulilah, ici, tout se passe bien, contrairement à mon ancien appartement, pour ceux qui s'en souviennent. Et que vous dire, mettez-moi en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. J'espère vraiment que mon nez, ma voix ne vous ont pas dérangé, parce que je suis prise là, je suis malade, je le sens. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, j'ai mal au nez, j'ai mal à la gorge. Mais ça va, j'ai pu tourner ma vidéo sans embâge. Enfin bref, ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.